Je sais pas, c'est pod ou pod. Ah. Podcast. 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 C'est bon, bien installé? Allez, action, alors on commence. Girl power, hein. La vie est une vague. La vie est un flux. Qu'est-ce qu'un boomer? Hakuna Matata. En fait, on est un peu périmés. Bienvenue à tous dans le podcast Mémoire de route, le recueil moderne des histoires inspirantes et rassurantes. Parce que parfois, écouter les récits et les chemins des autres, c'est le petit déclic qu'il nous faut pour retrouver du sens. Salut à tous, moi c'est Camille, j'ai 36 ans et j'essaierai de vous proposer ici un petit break dans votre quotidien, en recevant derrière mon micro des amis, des histoires de vie, des rencontres habitées qui ont résonné en moi et j'espère résonneront en vous. Je vous souhaite à tous une belle écoute. Tu es parfois douce et parfois agitée et on aime flâner à côté de toi. Nous sommes des milliers à t'admirer chaque jour. J'ai nommé la Seine. Ce fleuve de 777 km qui termine sa descente en Normandie. Je ne sais pas vous, mais moi, cette Parisienne en manque de soleil, j'ai cette drôle de faculté à dégainer un pique-nique au moindre rayon qui pointe son nez. D'ailleurs, nous sommes beaucoup à avoir ce même syndrome, j'ai l'impression. Pendant ces pique-niques, on passe des heures à papoter et rigoler. On regarde le paysage et les bateaux passés, qui méritent même parfois de drôles de commentaires. Regarde, on dirait le bateau de James Bond. Dis donc, celui-ci, il est énorme. Et moi, j'ai la chance de recevoir l'un des créateurs de ces bateaux mythiques. Didier, merci d'avoir accepté de raconter non pas ta route, mais plutôt ton plan de croisière ou de navigation avec nous, puisque aujourd'hui, tu es l'un des acteurs majeurs de la Seine, le fleuve et non pas la Seine, les planches. Non pas que tu ne sois pas artiste, bien au contraire, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Didier, merci. Bonjour Camille, merci pour cette courte présentation. Alors je ne suis pas un acteur majeur sur la scène, je suis un modeste entrepreneur un peu passionné qui a commencé son aventure dans les années 90 après avoir eu une première vie dans un secteur qui n'est pas du tout le même, qui était celui de la communication, puis ensuite celui de l'immobilier. Mais ma vocation c'était plutôt les bateaux parce que j'ai toujours aimé ça. Je faisais du bateau quand j'étais petit, sur des dériveurs, puis j'ai fait un peu de course croisière. Donc j'étais plutôt un voileux et j'habitais près de Paris. Et donc j'essayais de trouver un métier qui conciliait mon habitat néo-parisien avec mon amour des bateaux. Alors pas forcément des bateaux à voile, parce que sur la Seine, les bateaux à voile, c'est quand même très limité. Et du coup, je me suis converti vers une activité de bateau à passagers qui est assez particulière parce que j'ai voulu imprimer quelque chose d'innovant en termes de concept de bateau et aussi en termes de stratégie commerciale. Pour avancer un petit peu chronologiquement, à quel moment tu es arrivé sur la Seine et t'avais quel âge ? J'avais 28 ans quand je me suis intéressé à la Seine. Et aujourd'hui, t'as quel âge ? J'en ai 29. J'en ai 64, ça passe très vite, ça passe très très vite. Et Ouais, c'est un privilège d'avoir pu mener sa vie en réalisant ses rêves. À 28 ans, donc tu arrêtes ton premier projet entrepreneurial et là tu te dis comment je peux arriver à allier mes passions et mon boulot ? C'est ça, alors avec une certaine naïveté, une certaine candeur qui me caractérise, je l'assume totalement. Je ne suis pas un stratège. J'ai voulu, au départ, ayant été associé dans une première vie avec le groupe Accor, j'ai souhaité mettre à profit l'expérience que j'avais acquise chez eux avec un projet hôtelier sur la Seine. Et à cette époque, j'avais aussi un peu la passion des bateaux à roues. Ça m'était venu parce que j'avais lu la fameuse bande dessinée Lucky Luke en remontant le Mississippi. Et puis à l'époque, j'avais une femme qui adorait le jazz. Et du coup, moi aussi, je m'y étais mis et je trouvais que les deux conciliaient la possibilité d'avoir un rêve de construction et d'exploitation de bateaux à roues. Le but, c'était d'exploiter le bateau comment ? Plutôt d'un point de vue événementiel ? Alors, c'était pas de l'événementiel. Je voudrais simplement dire que, en ce qui me concerne, quand il y a eu un projet entrepreneurial, principalement sur des bateaux, donc, il y a toujours une question d'affect. C'est un peu à chaque fois une histoire d'amour. Alors, ça peut paraître un peu bizarre d'entendre ça, mais c'est vrai que je considère que s'il n'y a pas d'émotion dans la vie, c'est pas drôle. Et l'émotion, elle vient souvent des rêves qu'on peut avoir et de l'adrénaline qu'elle crée aussi, que ces rêves créent.
Parce que avoir des rêves, c'est bien, les transformer en projets, c'est difficile, et réaliser les projets, c'est rare. Et ceux qui y arrivent ont beaucoup de chance. J'ai eu de la chance, et puis j'ai eu aussi de la malchance, parce que dans toutes ces entreprises de réalisation de bateaux, il y a eu des bons moments, des moments difficiles, des moments de bonne fortune, des moments de mauvaise fortune, et tout ça constitue une expérience vraiment unique. Tu lis cette BD, tu te dis je vais faire des bateaux à roues. Comment Alors ça oui, marche ? c'était ça. Je suis parti faire un pèlerinage en Louisiane pendant une quinzaine de jours où il m'est arrivé des tas d'aventures, pas du tout prévues. Et je suis quand même revenu sain et sauf de ces aventures avec des plans de bateaux à roues. J'avais été dans nombre d'établissements qui proposaient en fait une sorte d'histoire, des livres, des plans, tout un ensemble de documents qui m'ont servi après à caractériser mon rêve, à le rendre plus concret. Mais tu avais des compétences d'architecte ou d'architecte naval ou pas du tout ? C'était Non. une envie et t'as dit allez j'essaye. Bah c'est plutôt ça, oui. C'est allez, j'essaye. J'ai toujours dessiné des bateaux, mais sans en avoir aucune compétence. C'était des dessins assez grossiers, sans aucun background de formation. Mais c'était mon kiff, comme on dit aujourd'hui. Alors du coup c'était il y a plus de 30 ans. Est-ce que ça fonctionne comme maintenant ? Tu dessines un bateau, tu fais appel à un archi. Comment on fait ? Et du coup, comment t'as fait pour te lancer et te dire feu, on lance ce premier projet ? Alors mon premier bateau, enfin mon premier projet, c'était un hôtel flottant de 90 mètres de long qui s'appelait le Louisiane Belle, c'était le nom que j'avais trouvé, et j'avais donc fait appel à un bureau d'architecture pour dessiner les plans de ce bateau. Et ensuite, une fois que les plans étaient réalisés, j'ai été voir le port de Paris pour leur proposer mon idée. Et à l'époque, les dirigeants du port étaient assez réticents en fait au principe d'avoir un hôtel sur la Seine, parce qu'ils se disaient que si jamais il y avait une collision avec un pousseur, une barge, ça pourrait être catastrophique. Donc ils m'ont un peu découragé à le faire. Enfin, ils m'ont carrément dit que ça serait pas possible. Donc j'avais deux options à l'époque. Soit je jetais l'éponge, soit je transformais le projet. Et j'ai donc transformé ce projet. Parce que jeter l'éponge, ça me plaisait pas trop. Non, c'est pas trop mon truc. Et donc j'ai fait un bateau à passagers, alors complètement différent du projet hôtelier. Tu peux expliquer ce que ça veut dire bateau à passagers ? Alors un bateau qui transporte des passagers. Alors il y a plusieurs manières de les transporter. Il y a le principe des bateaux-mouches, comme on dit, qui est un terme un peu générique, où les gens passent 1 heure ou 2 à bord d'un bateau, plutôt 1 heure, et vont visiter Paris sur la Seine. C'est vieux comme le monde et ça marche toujours aussi bien aujourd'hui. Et puis il y a un autre secteur d'activité qui à l'époque était vraiment embryonnaire, c'est l'événementiel. C'est toutes les activités d'entreprise ou même de privées, oui, des mariages, des il y en avait des mariages à l'époque il y en avait très peu, puisqu'il y avait très peu de bateaux. Déjà, d'une manière générale, il y avait très peu de bateaux et encore moins de bateaux qui étaient consacrés à ce secteur. Et c'était des bateaux assez classiques, des péniches transformées. C'était pas des bateaux atypiques. Et moi, dans mon esprit, je me disais que si je voulais que ce projet fonctionne bien, parce que c'est pas le tout de faire un projet, il faut qu'il soit rentable, dans la mesure du possible. On pourra peut-être en reparler, mais c'est une autre histoire. En tout cas, j'avais imaginé un business model, comme on dit, dans lequel ce bateau faisait de l'événementiel sur la Seine, avec un concept donc de bateau à roues, ce qui permettait vraiment de proposer une alternative atypique, très différente de ce qu'on trouvait à l'époque, et du coup d'attirer de la clientèle. Si moi je veux faire une réception quelque part, je vais trouver un lieu qui va surprendre mes invités. Comme ça, ils en garderont un bon souvenir. En tout cas, un souvenir différent des autres, c'est ça. Et un bateau à roues sur la Seine, il n'y en avait pas. Est-ce qu'un bateau à roues, que ce soit en Louisiane ou ici, tourne 100% avec la roue ou ils tournent avec leur moteur ? Alors, les deux premiers, qui s'appellent toujours le Louisiane Belle et le Mississippi, qui lui a été débaptisé en Tom Sawyer, parce que j'ai ensuite conçu un deuxième Mississippi. Enfin, moi, je ne vais pas vous la faire, c'est trop compliqué, mais voilà. Donc, le Mississippi numéro 1 et le Louisiane Belle étaient des bateaux et sont des bateaux qui sont propulsés par la roue à eau, parce que je voulais quelque chose d'authentique. Donc, tu vas en Louisiane, tu trouves ces plans, tu te dis c'est ça, c'est parti, tu rentres en France,
tu cherches un archi qui va pouvoir t'aider sur ce projet. Après ça, on fait quoi ? Financièrement aussi, et c'est aussi une question, parce que peut-être raconte-nous comment tu as fait pour te lancer et te dire allez, j'y crois et on attaque. Alors, ma situation financière a toujours été en dents de scie, parce que c'est le lot, à mon avis, de beaucoup d'entrepreneurs. Parfois, il y a de bons placements, enfin de bonnes initiatives, puis il y en a des moins bonnes, et on ne peut pas gagner à tous les coups. Et du coup, généralement, la finance suit. Là, en fait, j'étais sorti d'une période où j'étais promoteur immobilier et marchand de biens, donc ça allait plutôt bien, sauf que la guerre du Golfe est arrivée. Et là, ma situation financière, en fait, s'est fortement détériorée, à tel point que j'ai dû arrêter les entreprises que j'avais. Et la branche à laquelle je me suis en fait retenu, c'était la branche des bateaux à roues, parce que je n'avais rien d'autre, et je considérais que c'était prometteur. Donc à cette époque encore, il était possible de trouver des financements, juste avant la guerre du Golfe donc, et j'ai pu trouver un financement pour financer mes 2 premiers bateaux. Donc que j'ai fait construire en 90-91, après avoir été aidé par un armateur hollandais, qui avait lui aussi eu un rêve de faire construire un bateau à roues. Il s'appelait le Mississippi Queen. Il était un peu plus gros que le Louisian Bell, mais vraiment propulsé aussi par sa roue à aubes. D'ailleurs, c'est lui qui m'avait fortement conseillé de rester authentique. Et donc voilà, j'ai suivi son exemple et j'ai fait construire le Louisian Bell. Et le premier Mississippi, du coup. Et le premier Mississippi, qui était surtout destiné, dans mon optique personnelle, à être un bateau de plaisance ou de relations publiques. Mais la conjoncture étant devenue extrêmement difficile à l'époque, eh bien, j'ai converti ce bateau en bateau à passagers aussi, parce qu'il fallait que chaque bien que j'avais à ma disposition puisse générer des revenus. Oui, pour pouvoir vivre. Projet, quoi. Alors, le premier bateau, il ne tourne plus, mais le second, Louisian Bell, il est encore sur la Seine. Absolument, donc il a été bien construit, parce que 34 ans après, il est toujours là, et en fait il ressemble tout à fait à ce qu'il était quand il est sorti du chantier. C'est un peu un bateau qui fait partie du décor parisien, on le voit très souvent dans des pubs, à la télé, sur des affiches. C'est un très gros bateau avec 2 grandes cheminées noires qui ont des couronnes sur le dessus. Il est blanc et rouge avec sa grosse roue à l'arrière. C'est bien celui-ci, hein ? C'est celui-là, absolument. Et on s'était, plusieurs personnes s'étaient demandé à l'époque, mais pourquoi un bateau à roues Louisiane à Paris ? Enfin, ça paraît un peu incongru. Et mon argumentation était de dire que la Louisiane avait été le dernier territoire français aux Amériques, donc c'était un peu symbolique. Donc ça prenait du sens. De voir tes bateaux naître, combien de temps il faut pour lancer un bateau ? À sortir de l'eau, à sortir de terre plutôt ? Ça dépend lesquels. Souvent, la période de gestation est longue, parce que on dessine le bateau, alors on le modifie en le dessinant, et puis c'est le moment aussi, il faut chercher de l'argent pour le financer. Il y a toute la préparation qui est assez longue, et ensuite la phase de construction, ça dépend bien évidemment de la taille du bateau, mais dure entre 1 an et 1 an et demi. Ok, ton moment préféré à toi, c'est lequel ? Alors j'en ai plusieurs. Bien évidemment, c'est toujours très symbolique d'être sur place le jour où on pose la première tôle, parce qu'on voit quelque chose va naître. Et puis, quelques mois après, il est mis à l'eau, et là, ça devient vraiment un bateau. C'est plus qu'un assemblage de tôles, c'est un bateau, ça flotte. Et puis, bien sûr, l'autre moment fort, c'est quand on navigue à bord, la première navigation. Tu navigues tes bateaux ? Enfin, tu conduis tes bateaux ? Oui, j'adore piloter les bateaux. Ça date de mon enfance. Et donc, très tôt, j'ai passé mon permis de conduire les bateaux à passagers. Je l'avais d'ailleurs passé à bord du Louisian Bell, qui était un gros bateau quand même, qui est un gros bateau, et qui a une particularité en termes de manœuvrabilité, c'est que c'est pas des hélices, mais une roue à aubes, et ça se pilote pas tout à fait comme un bateau normal. Et je me souviens, l'examinateur de l'époque, qui est devenu un ami, était aussi terrorisé que moi à l'idée de faire ce test en navigation. Mais d'ailleurs, ce bateau, effectivement, n'est pas très long. Il fait 46 mètres de long, il fait 10 mètres de large, et il est assez haut. Et il est malheureusement limité en hauteur,
quand la Seine est en crue, par exemple. Mais c'est un peu le cas de tous les gros bateaux. Il y a quand même pas mal de gros bateaux sur la Seine, il n'y a pas que des petits. Alors à l'époque, justement, donc là, il y avait le Louisiane Belle, le Mississippi. Est-ce que ce nouveau secteur d'événementiel, ça a pris, ça a marché ? Comment ça s'est développé ? Alors, ça s'est développé en fait assez rapidement parce que la guerre du Golfe, les effets de la guerre du Golfe sont assez rapidement estompés, en tout cas sur le plan économique en France, et l'originalité des bateaux plaisait. Et en fait, donc, j'ai décidé de consacrer mon activité professionnelle totalement au développement de ces bateaux à roues, puisque j'avais bien évidemment obtenu l'accord du port de Paris cette fois-ci pour pouvoir les y installer. J'ai obtenu un peu plus tard l'autorisation de bâtir un siège social de la compagnie en bord de Seine, que je vais donc construire. Et construire en bord de Seine, c'était encore à l'époque difficile, mais ça passait. Aujourd'hui, ça devient vraiment très compliqué, surtout pour des constructions neuves. Parce qu'il y a à cette époque-là, la Seine qu'on connaît aujourd'hui, la Seine parisienne, avec toutes ces guinguettes, ces bateaux au bord de l'eau, c'était pas ça. Déjà, il y en avait très très peu. Et l'exploitation des quais était principalement voiture, déjà. Oui. Et pas aussi développé qu'on peut le connaître aujourd'hui. Donc c'était le début, quoi. C'était l'essor de l'animation des quais de Seine, quoi. C'est vrai que ça a mis un peu de temps d'ailleurs à vraiment se développer pour atteindre l'état actuel. Mais progressivement, les choses se sont bâties au rythme français, parisien, avec tout ce que ça peut comporter comme obstacle à surmonter, bien sûr. Et donc là, t'en as combien de bateaux ? Donc t'as fait ces 2 bateaux-là. Et ensuite, t'en as monté combien ? Alors là, je suis en train de faire le 7e. D'accord. Sans compter les tout petits bateaux, mais si on parle des gros bateaux, c'est le 7e qui s'appelle la Perle Noire de Paris, qui est actuellement en construction à côté de Gennevilliers et qui devrait sortir pendant les Jeux Olympiques et qui sera opérationnel après les Jeux Olympiques. Mais là, tu passes sur une autre catégorie de bateau puisque c'est un bateau électrique, c'est ça ? Alors, c'est un bateau électrique, c'est pas un bateau à roues. Donc, je continue la saga des bateaux à roues, puisque en fait, après le Mississippi et le Louisiane Belle, comme ça marchait bien, j'ai fait construire le Tennessee, en hommage à la chanson de Johnny Hallyday, que j'avais d'ailleurs croisé à l'époque pour une interview d'une chaîne de télévision à bord de ce bateau. Et en fait, le Tennessee a admirablement bien marché parce que du coup, il avait bénéficié de l'expérience des 2 premiers bateaux et toutes les petites imperfections avaient été gommées. Et donc, c'était vraiment le bateau facile à exploiter. C'était vraiment des bateaux de capacités différentes. Le Mississippi était un petit peu plus petit, le Tennessee l'entre-deux et le Louisiane Belle... Alors, le Louisiane Belle est un bateau qui était conçu pour transporter 400 personnes. Le Mississippi, après avoir été converti en bateau à passagers, lui, c'était plutôt des groupes de 40, 50 passagers. Et le Tennessee, c'était des groupes qui allaient de 50 à 150 personnes. Mais donc, tu étais un peu le précurseur des bateaux atypiques, on va dire, sur la Seine qui se sont lancés. Mais oui, mais ça marchait parce que justement, les gens étaient ravis d'avoir une expérience un peu différente de ce qu'ils pouvaient trouver sur les autres bateaux. Et ils sont arrivés quand, les concurrents, alors ? Ils ont commencé à ce moment-là. Je me souviens que j'avais été dîner à bord du River Café, un restaurant qui était à Issy-les-Moulineaux. Et j'avais rencontré le patron de l'époque, qui existe toujours, qui s'appelle Marc Bengener, qui a donc créé les yachts de Paris. 6 mois après que j'avais lancé le Louisiane Belle. Je pense que même s'il s'en défend, je l'ai un petit peu inspiré. L'histoire le dira. Mais depuis, il a vendu et il a fait autre chose. Mais donc, effectivement, ça a été une autre compagnie qui s'est montée à l'époque. Et puis, après, il y en a eu d'autres parce que le marché se développait sur ce genre d'activité. Et les bateaux qui étaient différents des péniches avaient un certain succès parce que justement, ils proposaient une certaine singularité. Et peut-être une qualité de service différente aussi, ou pas ? Disons que comme les bateaux étaient faits sur mesure, construits sur mesure, pour moi, je dessinais d'abord le plan de table du bateau et en fait, je construisais le bateau autour. Donc j'étais sûr que ce serait un bateau rationnel, fonctionnel et facile à exploiter. Donc là, on en est au 3e, le Tennessee. Après, je voulais continuer la saga des bateaux à roues. Et quand j'étais proposé un autre bateau à roues au port de Paris, ils m'ont dit, bon, mais vous êtes bien gentil, mais la Seine, c'est quand même pas le Mississippi. Donc, on veut bien que vous fassiez d'autres bateaux, mais changez de style. Alors,
j'ai pris bonne note et j'ai fait évoluer le projet architectural que j'avais dans la tête pour en faire en fait un bateau qui a eu un succès retentissant parce qu'il était tout à fait différent à nouveau de tout ce qu'on pouvait trouver sur la Seine. C'était le River Palace. Le River Palace, c'était un bateau qui avait cette singularité, cette particularité d'avoir de très hauts plafonds. Et il avait 3,80 m, enfin il a toujours 3,80 m de hauteur sous plafond, ce qui lui permettait d'être présenté un peu comme le grand salon d'un hôtel 4 étoiles ou 5 étoiles. Avec des grands lustres. Avec des grands lustres en cristal de Bohème, Ouais. en cristal Swarovski même. Ils sont plus brillants. Et ce bateau a tout de suite très bien marché parce qu'il symbolisait un certain luxe à la française sur la Seine. Et contrairement à ce que les gens pensaient, il passait très bien sous les ponts. Parce qu'il avait été correctement motorisé avec ce qu'on appelle des hélices gouvernail, donc il était très manœuvrant. Il avait un gros propulseur, enfin il a toujours un gros propulseur d'étrave, une timonerie télescopique, donc un poste de pilotage qui monte et qui descend selon le niveau de la Seine. Donc il avait cette originalité qui lui a permis de connaître et qui lui permet de connaître encore beaucoup de succès. Parce que le fonctionnement, c'était toujours pareil. Tu dessines, tu as des idées, tu t'inspires de choses. Tu t'inspires de quoi, tiens, pour dessiner Je m'inspire, je sais pas de quoi je m'inspire. Je m'inspire de ce que je vois. Là, donc, pour le River Palace, comme il fallait que ce soit un bateau plutôt moderne, je l'ai orienté art déco parce que j'adorais l'art déco, j'adore toujours l'art déco. Donc le style de ce bateau avec des très grandes baies vitrées, ces grands lustres, ça se mariait bien avec cet état, cette décoration plutôt art déco. Et puis les clients aussi aimaient bien, même si on croit qu'on construit le plus beau bateau du monde, si les clients ne l'aiment pas, ça ne marchera pas. Il peut être le plus beau du monde pour soi, mais pas pour les autres. Donc mais il faut du coup, tenir de entre l'idée qu'on peut avoir dans la tête, se dire voilà, j'ai cette idée de bateau et le mettre sur le papier, t'avais quand même des notions de dessin ou... Non, j'avais un logiciel d'ado qui était MacDraw Pro, je crois à l'époque, qui était vraiment pas du tout un logiciel d'architecture. Après, je me suis mis à des logiciels plus professionnels, mais j'ai vite arrêté parce que c'était trop compliqué par rapport au niveau de finition que je voulais avoir. Car dans toutes les réalisations que j'ai faites, à un moment, j'ai confié mes dessins à un architecte naval qui lui avait les outils pour pouvoir mettre ces dessins, ces formes de coque en équation et faire des bateaux qui coulent pas. C'est mieux. Et après, est-ce que tu as toujours eu les mêmes équipes qui t'ont accompagné d'investisseurs Oui, alors j'ai toujours été assez fidèle. Ouais. Je pense parce que quand je dis quelque chose, je le fais. En tout cas, dans la plupart des cas, il y a quand même quelques exceptions. Mais du coup, ça a créé une relation de confiance. Et puis, toutes ces équipes, en fait, ont partagé un peu la passion que je mettais dans ces réalisations. Donc, c'est une aventure commune. Vraiment une aventure d'équipe. Et je pense que, on dit souvent, il n'y a de richesse que d'hommes. Le fait de travailler avec des gens qu'on aime bien, pour moi, d'abord, c'est très satisfaisant. Ouais, ça change. Pour eux aussi, puis il y a une relation de confiance. C'est-à-dire, à la limite, c'est top là, il n'y a pas besoin de contrat. Il faut juste qu'on soit bien clair au départ sur ce qu'on veut faire ensemble, mais cette confiance est ce qu'il y a de mieux pour entreprendre. Tous ces bateaux appartenaient à la même compagnie ou comment c'était articulé ? Oui, c'était la compagnie des bateaux à roues. Aujourd'hui, elle est toujours au port de Javel. Alors, elle a effectivement évolué. Elle s'est garnie d'autres bateaux à roues, en tout cas un, qui s'appelle le Mississippi. Alors le Mississippi, donc numéro 2. Numéro 2, mais qui n'est pas de toi du coup ? Ah si, Ah si, qui est toi c'est aussi. moi qui l'ai dessiné. En fait, je voulais, parce que j'ai toujours adoré les yachts, mais j'ai jamais eu assez d'argent pour m'en payer. Donc je voulais faire un bateau un peu à l'apparence d'un yacht classique. Un yacht des années 1900. Parce que je trouve qu'ils ont un style indémodable et qu'ils sont élégants. Et donc, après le River Palace, je me suis lancé dans le design d'un bateau comme ça, que j'avais l'intention de faire construire. Et puis, il y a eu les attentats du 11 septembre, et ça a quand même jeté un gros coup de froid sur tout ce qui était événementiel et activités touristiques. On ne savait pas trop bien comment les choses allaient évoluer. C'était quand même un bateau qui était assez grand, assez coûteux, parce qu'il y avait des formes de bateaux de mer. Et donc, j'ai laissé le bateau un peu, ce projet en stand-by,
pour aller vers quelque chose de plus simple, un bateau plus simple, plus facile à construire, plus dans l'esprit des autres bateaux que j'avais fait avant, et ça a été le Mississippi, donc numéro 2. Et pour ne pas les confondre entre le Mississippi numéro 1 et le Mississippi numéro 2, le Mississippi numéro 1, que j'ai donc retiré de la flotte quand le Mississippi numéro 2 est arrivé, je l'ai rebaptisé le Tom Sawyer. Ok. Et lui, il est où aujourd'hui ? Il est à Port-Marly, je l'ai toujours, parce que c'était mon premier bateau, et comme je mets beaucoup d'affect dans ces projets, je l'ai gardé. Et t'en fais quoi ? J'y vais de temps en temps pour boire une bière et regarder un peu coucher de soleil. Le coucher de soleil, c'est ça, voilà. Est-ce qu'en vacances, tu pars sur l'eau, ou est-ce que tout ça fait que ça y est, tu t'en peux plus ? Alors, ça fait quelques années que j'ai pas vraiment pris de vacances, en tout cas pas suffisamment longues pour vraiment partir. Ça me manque beaucoup de ne pas naviguer. J'espère que je vais pouvoir y arriver un jour à nouveau, en particulier en faisant de la voile. Mais j'aime aussi beaucoup les bateaux à moteur. Et j'espère que après les JO, je pourrais, et après le lancement de la Perle Noire, donc ce dernier bateau dont je vais te parler, je pourrais me prendre au moins une semaine ou 15 jours de vacances. Oui, peut-être 3 semaines. 3 semaines, c'est pas mal. Pour faire une petite croisière, il faut un peu de temps. Ouais. Ta compagne navigue aussi ? Oui, elle adore la mer. Elle adore la mer. Et alors du coup, tu fais le lien parfait pour parler un petit peu des JO. Combien de bateaux que tu as construits vont naviguer le jour de l'ouverture ? T'as fait le calcul ou pas ? C'est très rapidement fait, il y en a 2. Enfin, alors non, il y en a 2 que j'ai encore. Au niveau des autres bateaux que j'ai construits... Oui, parce qu'entre-temps, t'en as revendus. Alors effectivement, si je reprends le fil de l'histoire, après la construction du Mississippi, donc c'était en 2003, j'ai décidé de prendre un petit peu de champ par rapport à mon activité, et donc j'ai mis mon entreprise en location-gérance. La compagnie des bateaux à roues. Voilà, la compagnie des bateaux à roues a été prise en location-gérance par un grand groupe de restauration, mais j'en étais toujours propriétaire. Et ça m'a permis aussi de vraiment me consacrer à ce fameux bateau, ce yacht classique, qui était un projet vraiment un projet de vie, qui nécessitait beaucoup de temps, donc que j'ai pu effectivement avoir pour le réaliser. Un peu différemment de tous les autres bateaux que j'avais réalisés jusqu'avant, parce que je l'ai fait construire à Saint-Nazaire. C'est pas anodin, mais du coup, cette location-gérance m'a permis de le faire. Et une fois qu'il a été construit, donc il a été lancé en 2008. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de céder la compagnie des bateaux à roues pour repartir sur un concept de bateau plus dans l'idée des yachts, dont ce bateau construit à Saint-Nazaire, qui s'appelle le Clipper Paris, était la première illustration. Donc là, on est justement sur le Clipper pendant qu'on parle. Vous devez peut-être le voir naviguer sur la Seine. C'est un grand bateau blanc très longiligne avec une cheminée bleue et jaune. Oui, alors je précise que le bleu et le jaune n'a rien à voir avec l'Ukraine. Je voulais une des couleurs qui soient différentes des traditionnelles couleurs rouges et noires qu'on trouvait sur tous les autres bateaux. Alors on a longtemps attribué le fait que ces couleurs soient bleues et jaunes à une succursale d'IKEA, mais c'était pas le cas non plus. Voilà, donc il est très élégant. Il a été construit donc à Saint-Nazaire parce que j'avais reçu une offre d'un chantier naval. Et je me suis très bien entendu avec le patron du chantier. On vient toujours à ça, mais c'est souvent une histoire d'homme, enfin d'homme ou de femme d'ailleurs, mais c'est une histoire humaine. Et cette construction s'est très bien passée, comme toutes les autres, parce que justement, c'était une histoire d'homme. C'était pas une histoire de tableur Excel, même s'il en faut un peu de temps en temps. Mais voilà, il y avait un partage commun d'un objectif et d'un rêve. Souvent, quand on a un projet de vie et qu'on le réalise, on prend un peu de temps, on s'arrête. Toi, tu as continué tout de suite. Parce qu'on a plusieurs vies. Ah voilà. Oui, parce que tant qu'on s'amuse, tant qu'on aime ce qu'on fait, pourquoi s'arrêter, hein ? Pour reprendre un petit peu le fil sur les JO maintenant, combien de bateaux que tu as construits, pensés, vont naviguer sur le jour de l'ouverture ? Alors, je pense qu'il y en a 4. D'accord. Le Clipper Paris, qui est le bateau sur lequel nous sommes aujourd'hui, et un petit bateau qui s'appelle le Black Swan, alors qui lui est une aventure encore un peu différente. Qui est amarré juste à côté du oui, et qui est complètement électrique. Et c'est ce qu'on appelle un refit, donc une reconversion d'un Tulioabat, qui est une sorte de bateau, de canot automobile, un peu qui s'inspire des cigarettes. C'était un bateau qui était fortement motorisé quand je l'ai acheté. J'ai déposé les moteurs et j'ai mis des moteurs électriques parce que ça commençait à devenir dans l'air du temps.
Mais pour trouver une voie qui était un peu plus environnementale, écologique que l'électricité proposait au premier abord, j'ai pris la décision de mettre des batteries de seconde vie. Donc des batteries qui venaient de Renault Kangoo en l'occurrence et de Renault Fluence. Une fois que les batteries ont perdu une partie de leur autonomie, elles sont déposées des voitures parce que l'autonomie est un critère important pour les voitures. Et du coup, je les ai récupérées auprès de Renault et un de ses partenaires et elles ont été restructurées pour être intégrées à bord de ce bateau. Alors le Black Swan, il est beaucoup plus petit. Alors il fait 10 mètres de long, donc c'est un bateau qui est fait pour 8 personnes à peu près. Je l'adore parce que naviguer à bord d'un bateau électrique, ça n'a rien à voir avec un bateau thermique. Mais t'as l'impression de glisser, quoi. On n'entend pas les moteurs, on glisse sur l'eau, on a l'impression d'être vertueux. C'est un peu idiot ce que je dis, mais parce que finalement... Quand on voit qu'en Inde, on construit peut-être une centrale à charbon par mois, ou je ne sais pas si c'est pas par semaine. Donc la pollution est toute relative. Mais le plaisir de naviguer sur un bateau électrique est réel. Tu as 4 bateaux qui vont naviguer pendant les JO et ton dernier ? C'est un bateau qui est très innovant. Il n'y a pas de salle des machines sur ce bateau. On a conçu des moteurs. On a conçu des moteurs avec plusieurs partenaires, dont Torqeedo et Hydro Armor. Et on a vraiment des moteurs qui sont tout à fait adaptés à l'usage bateau sur la Seine. Parce qu'ils ont des grandes hélices. Ce sont des moteurs hors-bord. Les moteurs hors-bord, généralement, c'est fait pour tourner vite, les hélices, et d'aller vite. Mais sur la Seine, on n'a pas le droit d'aller vite. On est limité à 12 km/h. Donc, il faut des hélices qui tournent lentement, mais qui ont beaucoup de poussée aussi. Parce qu'il faut pouvoir faire ce qu'on appelle un crash stop, donc arrêter le bateau très rapidement si un obstacle se présente. Et donc, voilà, ce bateau va intégrer toutes ces technologies. Et c'est pour ça qu'il est très innovant. Parce qu'à ma connaissance, il n'y a aucun bateau, pour le coup, sur la Seine, qui n'a pas de salle des machines. Ils ont tous des salles des machines. Et quand il faut déposer un moteur, c'est compliqué. Parce qu'il faut démonter le pont, il faut sortir... tout est en dessous, il y a plein de tuyaux partout. Là, ça se fait comme un moteur hors bord. On fait venir une grue, parce qu'ils sont quand même assez lourds. Et en une demi-heure, le moteur est déposé. Et pareil pour les batteries. On a mis les batteries à un endroit du bateau où il faut ouvrir une trappe. Et puis, avec une grue, on les prend sur des mailles qui sont prévues pour ça. Et on sort la batterie en un quart d'heure. Et alors, j'ai 2 questions. Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois tes bateaux naviguer sur l'eau, et qu'est-ce que ça te fait d'imaginer que tes bateaux vont naviguer pour un événement aussi grand public que les JO ? Alors ça me fait tout drôle, notamment parce que je vais piloter l'un d'entre eux. Je piloterai le Black Swan, donc le bateau électrique, parce que symboliquement, pour moi, ce bateau évoque la rupture entre le passé et le futur. J'aurais bien aimé piloter le Clipper, mais je ne peux pas piloter les 2 bateaux en même temps. Donc il fallait que je fasse un choix. Et ce choix s'est tourné vers le Black Swan, parce que justement, pour moi, il incarne le renouveau. Je vais avoir une petite délégation à bord, puisqu'on ne peut pas être plus de 8. Donc je ne sais pas quel pays va envoyer une délégation de 8 personnes, mais ça sera certainement très sympathique. Et puis, voilà, c'est pour moi... on a déjà eu l'occasion de le vivre à travers l'essai qui a été fait l'an dernier, et c'est magique. C'est magique de voir ce défilé de bateaux, et c'est magique de voir aussi l'engouement que suscite l'événement. Tous ces gens qui seront à bord de ces bateaux, vraiment sont heureux d'y être. Ouais. En tout cas, tous ceux que j'ai croisés sont heureux d'y être. C'est quand même une expérience unique dans sa vie. Ça crée du lien. J'ai une autre casquette que celle d'armateur fluvial, qui est de co-animer la communauté portuaire de Paris, dans le cadre d'un événement mensuel qui se déroule le premier lundi de chaque mois, qui s'appelle le Bar de la Marine, où on boit un verre tous ensemble et on évoque nos projets, nos difficultés, nos problématiques, nos envies, et puis on se connaît mieux, et quand on connaît mieux les gens, on peut plus facilement leur parler. C'est très important de parler aux gens. Les gens ne se parlent pas suffisamment. Raconte-nous alors un petit peu ton nouveau projet. Ce nouveau bateau, sa mise à l'eau, elle est prévue pour quand ? Sa mise à l'eau est prévue
pendant les Jeux Olympiques, mais je ne saurais pas dire précisément à quel jour, parce que ça dépend de beaucoup de facteurs. Il y a le facteur météo, parce que en fait, on a été quand même très impacté par une mauvaise météo tout au long de cet hiver, et encore aujourd'hui, malheureusement. Trouver une période de temps sec pour peindre le bateau, c'est difficile. Et les soudeurs ont été aussi affectés par des conditions météo vraiment déplorables depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais bon, tant bien que mal, on arrive à avancer et on va tenir le fait qu'on puisse mettre le bateau à l'eau pendant les Jeux Olympiques. Mais il n'a jamais été prévu que l'on fasse la parade, tout simplement parce qu'il faut faire des essais avant, en quantité suffisante pour pas qu'il tombe en panne pendant cette parade. Ça serait tout à fait contre-productif. Oui. Donc on prend pas de risque pour ça. Donc il y a en plus que ça, c'est un bateau vraiment technologiquement différent et nouveau. Donc il faut vraiment prendre le temps de le régler, de le paramétrer, de le modifier peut-être, de modifier les réglages, parce qu'un bateau électrique, c'est un bateau aussi électronique. Et électronique, c'est délicat, il faut faire les bons réglages, il faut que tous les matériels qui sont à bord sachent se communiquer les uns avec les autres, et donc tout ça, il faut pas le faire dans la précipitation. Aujourd'hui, tu en es à ton 7e bateau. Est-ce que tu pourrais dire que c'est une passion interminable ? Quand j'ai rencontré le patron des bateaux mouches, c'était une bonne vingtaine d'années, je pense, il devait avoir 83 ans, je crois. Et il était en pleine forme, on avait sympathisé. Il était sur le pont de son bateau je crois qu'il était en train de le nettoyer. Il n'avait pas besoin de le faire, parce qu'il a des équipes pour ça, mais ça fait partie du plaisir. Le plaisir d'être à bord de ces bateaux et de les bichonner. Oui, la Seine, c'est ton truc quand même. L'eau ou la Seine ? Alors, l'eau, au départ, qu'elle soit douce ou salée. Et puis, le milieu de la Seine est très attachant. J'ai découvert des personnalités, franchement, de belles personnes. Après 34 ans d'exploitation de bateaux, il n'y a pas eu de mésentente, il n'y a pas eu de discorde, il n'y a pas eu de problème de personne. Je trouve que c'est rare. C'est vrai que vu de l'extérieur, on ne se rend pas compte à quel point c'est un tout petit monde, un tout petit univers à Paris. Et à quel point il y a autant d'acteurs qui finalement gravitent un petit peu autour de cette scène. Et il y a une vraie solidarité, parce qu'à un moment, je me souviens, le River Palace était amarré le long d'un quai, et des gamins, pour s'amuser, ont coupé les cordes, les amarres. Sur le milieu fluvial, on dit des cordes. Et le bateau est parti à la dérive. Heureusement, il n'y avait pas trop de courant quand c'est arrivé, mais il est parti à la dérive, et c'est une péniche d'un marinier qui l'a vu dériver, qui est venu se mettre à couple, et qui l'a ramené à quai, sans rien demander. Sans rien demander, quoi. Non, mais franchement, où on trouverait un geste de solidarité comme ça dans... C'est vrai que c'est toujours encore le cas, même maintenant. Mais oui, les gens s'entraident. Mais je crois que c'est un des points forts de la Seine, c'est que... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de temps en temps des exceptions, mais dans la grande majorité des cas, il y a vraiment une grande solidarité. Est-ce que tu as d'autres projets autres que la Seine, ou est-ce que c'est toujours en lien avec des bateaux ? Alors Parce que moi, je te connais très artiste, très rêveur, très bisounours. Il y en a plein qui disent mais Didier, c'est le bisounours de la Seine. Je trouve ça génial, moi. Ça ne me choque pas. C'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aborde les choses avec une certaine naïveté. On m'a parfois un peu comparé à Forrest Gump. Je trouve que c'est plutôt flatteur. Ouais. J'ai quand même pu mettre à profit d'autres, pas des qualités, mais des traits de caractère qui m'ont permis de concrétiser mes projets, pas que de les rêver. Après, il y a beaucoup de chance. Je crois beaucoup, justement. Je crois que la naïveté et la candeur génèrent la chance. Elle fait venir la chance. Mon côté artiste, d'ailleurs, en est une illustration, parce que ce côté candeur, je le retrouve quand je peins. Ça m'arrive de peindre des tableaux. Alors, je ne les peins pas avec des pinceaux, je les peins avec le doigt. D'accord. Parce que je trouve que le doigt, le corps, permet un lien plus fort entre ce que l'on produit et ce avec quoi on le produit. Le pinceau, c'est finalement un lien artificiel. Quand il n'y a pas de pinceau, on a la sensation du contact, de la matière.
Et donc les tableaux qui sont à bord de ce bateau, c'est moi qui les ai peints. Pour moi, c'est pas du tout des œuvres, hein, loin s'en faut, mais il y a des gens qui parfois me demandent mais quel est l'artiste qui a peint ces tableaux. Alors j'invente un nom russophone ou américain. Mais là, ils disent waouh, je le connais. Exactement, mais c'est ça. Alors je ne vais pas pousser la taquinerie jusqu'à leur demander s'ils ont déjà eu l'occasion de voir d'autres œuvres de sa part. Mais je pense que certains seraient tentés de répondre oui. Et c'est quoi ton prochain rêve alors? Alors Parce que tu dis qu'il faut concrétiser ses rêves. Depuis 2015, j'ai avec mon équipe, Elisabeth, ma femme, on a dessiné, parce qu'elle s'y est mise aussi un peu, un bateau très, très italien dans son style, qui s'appelle le Yes. Yes voulant dire yacht électrique sur Seine. Okay. Yes, avec 2 S. J'attends toujours un emplacement à Paris pour ce bateau, qui est vraiment également tout à fait innovant et révolutionnaire dans son style et dans son mode de propulsion électrique. Alors j'espère que ce sera le prochain. Elle te suit dans tous tes projets, ta femme? Elle n'a pas tellement le choix, je dirais, parce qu'elle me sait déterminée, mais elle est encourageante. Mais elle voudrait que tu prennes plus de vacances. Oui. Ah, voilà. Ouais. Mais j'ai pas l'impression de travailler. Enfin, quand on aime ce qu'on fait, on n'a pas l'impression de travailler. Enfin, c'est quelque chose, toujours la même rengaine. Hein. Les entrepreneurs passionnés, ils aiment pas les vacances. Ouais, t'es à ta place, quoi. Je suis à ma place. J'aime pas aller sur la plage avec un livre, quoi. Je m'emmerde. Du coup, on se donne donc rendez-vous pour les JO. Tu pourras nous faire coucou? Oui, je ne sais pas exactement comment les choses vont se passer, mais certainement à un moment. Oui, j'ai hâte parce qu'on a quand même beaucoup travaillé avec les équipes de la communauté portuaire de Paris, de Paname 24, du COJO, de entreprises fluviales de France aussi, 2F. Et du coup, on a tous envie de voir l'aboutissement de tous ces efforts. Il y a eu énormément de réunions, c'est très compliqué d'organiser des Jeux Olympiques sur la Seine. C'est très très compliqué. Oui, parce que l'idée c'est de faire des essais pour voir si ça fonctionne, etc. Oui, puis il y a toutes les questions de sécurité, la coordination, c'est la qualification des équipages, qu'est-ce qui peut arriver, la pluviométrie par exemple. Hein. En fait, c'est vraiment passionnant. Je dirais que, comme on le sait, on dit souvent, plus c'est difficile, plus c'est amusant. Et là, c'est très amusant. Ouais. Parce que c'est très difficile. C'est très difficile. Ouais, c'est très difficile. Et tu penses que ça va vraiment mettre en lumière la scène? Je suis certain il va y avoir un avant et un après. Okay. Je pense que ce qu'on appelle l'héritage des Jeux, ça va être la scène mise en lumière, vue par des centaines de millions, voire des milliards de personnes qui n'imaginaient pas que Paris c'était ça et qui du coup vont vouloir venir. Et je pense vraiment que les infrastructures qui ont été réalisées à l'occasion des Jeux, mais aussi dans les années qui ont précédé, sont de nature à accueillir un public de plus en plus nombreux. Il y a vraiment, je pense, un avant et un après les Jeux. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors? Pour les Jeux et pour tout le reste. Pour les Jeux, que ce soit une réussite totale, sans l'ombre d'un problème. Je sais que ça sera difficile parce qu'il y a tellement de choses sur lesquelles il faut veiller, mais il y a tellement de bonne volonté et de bienveillance aussi, quoi qu'on dise, pour que ça se passe bien, que je pense que ça ne peut que bien se passer. Et pour toi alors? Que j'ai des souvenirs plein les yeux. Et alors, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter? Tu dois en avoir des milliers. Alors, je me souviens, à un moment, il y avait une crue sur la Seine et j'étais paniqué à l'idée que le niveau monte au-dessus du quai et envahisse le bâtiment que j'avais récupéré, qui s'appelle maintenant l'Atelier du France. Et ça s'est produit. Et en fait, ça a généré un mouvement de solidarité incroyable. Il y avait de l'eau dans le bâtiment, jusqu'à 1 mètre d'eau. Et quand il a fallu tout nettoyer, il y a plein de gens spontanément avec qui on travaille qui sont venus nous aider. Et ça m'a vraiment ému.
de voir ces quand j'y pense, C'était ta j'en ai première presque crue la larme à l'œil. C'était ta première crue. Ah non, c'était pas la première, mais La première où il y avait de l'eau dans un bâtiment. ouais, quoi. c'est ça. Enfin, en tout cas, dans un bâtiment aménagé. Ouais. Et franchement, j'en garde du coup un très bon souvenir. Parce que la remise en état, c'est passé très rapidement, en moins d'une semaine. Ouais, d'accord. Et franchement, je me souviens de cette solidarité, cette bonne ambiance, cette bonne humeur même. On avait des espèces de cuissardes qui Ouais. montaient jusqu'à la poitrine. Non, vraiment, on s'était déguisés avec des têtes de cheval parce qu'on voulait se filmer en déconnant un peu. Et voilà, quand je regarde ces images et ces photos après coup, je me dis que finalement, c'était un sacré bon moment, quoi. Je crois que c'est un beau mot de fin, une belle dernière histoire. Didier, merci d'avoir pris le temps de Merci, nous raconter Camille. tout ça. Merci, c'était un On est plaisir. ravis de t'avoir découvert. Et quant à nous, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour la sortie d'un nouvel épisode. N'hésitez pas à liker ou commenter le podcast que vous venez d'écouter si vous avez aimé, ça m'aidera beaucoup à avancer. Très belle journée à tous.